D'abord, évacuer les clients. Bonjour monsieur, dame. C'est la douane, on va vous demander de sortir s'il vous plaît. Ensuite, tout regarder. Tout éplucher. Dans cette enseigne de déstockage, des prix trop petits pour être vrais. Ici, en 7 heures, les douaniers vont saisir près de 2500 contrefaçons. Okay. La moitié de la boutique. À peine les douaniers arrivés ce jour-là, que cet employé cherche à quitter les lieux. Il y avait rien sur vous là? C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez là? Oui. Sous sa doudoune, une partie de la caisse. C'est la recette. La recette de quoi? Attends, il y a encore autre chose, chef. Ouais, c'est la recette du magasin. Oui, il n'y a pas de souci, je regarde. Hein? En tout, Attendez, venez. 2500 € de billets, en comptant cette dernière enveloppe. La recette. La recette. Beaucoup d'argent liquide et un léger problème de comptabilité. Ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas de carnet de tenue de caisse. On est d'accord que le textile, c'est de la contrefaçon. Non, il n'y a pas que contrefaçon, il y a un peu de tout. C'est à vous de voir. Moi, je sais pas, moi, je peux pas vous dire si ça ou ça. C'est à vous de voir. Voici le résultat du contrôle. Dans les rayons, 630 fausses paires de baskets. Les coutures, elles sont pas droites, elles sont pas alignées. 264 fausses doudounes. Pareil, hein, vous avez la marque d'origine et le flocage rajouté. Nike. Et puis, 333 cosmétiques prohibés. Des articles saisis puis détruits. Pour la boutique, 5000 € d'amende. Face à notre caméra, le vendeur assume. Il y a des clients, ils aiment se faire plaisir. Ils n'ont pas les moyens d'acheter une paire à 180 balles. Il y a des parents, ils ont 4 gosses, ils veulent la marque, ils veulent du Nike. La petite enseigne compte une douzaine de magasins franchisés. Et c'est la deuxième fois en un an qu'elle est épinglée. Avant 1939, l'armée française compte un peu plus de 30 000 hommes en Indochine, dont 10 000 Européens. Le séjour en Extrême-Orient est alors perçu comme une récompense pour les soldats de l'infanterie coloniale et ceux de la Légion étrangère, dont beaucoup ont mené des combats sanglants au Maroc ou au Levant. Vie pleine d'aventures pour les jeunes officiers affectés dans des postes lointains, aux confins de la Chine ou de la Birmanie. Vie de routine, entrecoupée de quelques manœuvres en terrain découvert, pour la troupe, dont l'essentiel du service quotidien est laissé aux tirailleurs et supplétifs indo-chinois. Les compagnes indigènes des soldats, baptisées Kongai, y occupent également une grande place. En métropole, à cette époque, on est encore dans une société extrêmement bourgeoise, extrêmement contenue, où on ne montre pas le mollet d'une femme et encore moins un sein. Et pour le coup, aux colonies, on peut se le permettre. Et donc, il y a ce rapport de domination où, finalement, excusez-moi l'expression, mais on consomme sur place ce qu'on ne peut pas faire en métropole. Ces rapports avec les femmes sont souvent prégnants dans les récits, dans la mémoire de ces soldats, parce que c'est une forme de liberté qu'ils n'avaient pas en métropole. Quand j'arrivais à 38 en Indochine, déjà 2 séjours au Maroc, c'était une belle vie. On nous fait des petites maisons, une petite cogne à bambou, parce qu'ils ne coupent pas les bataillons. Mais à ce moment, il ne faut pas payer cher le Kongai. Vous payez, chez 22 piastres, vous payez tous les 15 jours, vous donnez 7-8 piastres. Et puis on faisait encore les casse-croûtes. Je pense